Alors, bonjour à toutes et à tous. On va parler effectivement MLOps. On va changer un petit peu de sujet et surtout de type de partage, parce que là, je vais vous partager de la diapo. Il n'y aura pas de démo cette fois-ci, il n'y aura pas de VS Code en, en tout petit. Il y aura de l'architecture, quelques schémas, beaucoup de retours d'expérience et beaucoup de questions aussi, parce que vous allez voir qu'on est sur un sujet qui est vraiment en train de se construire en ce moment autour de l'opérationnalisation du machine learning, c'est-à-dire le fait d'aller pousser en production ce qu'on pouvait appeler des projets de data science encore il y a quelques temps. Et on va voir qu'il y a un rôle central donc, dans cette notion de registry, mais je parlerai aussi de reproductibilité, je parlerai de versionning. On va évoquer tous ces concepts-là et on va essayer de construire ensemble, là, pendant cette petite heure, une architecture type, sachant qu'après, voilà, tout projet nécessite de repenser sa propre architecture. Je suis Paul Péton, je travaille chez Avanade et je suis aussi MVP Microsoft. Alors prenez-le voilà, comme un biais, un biais dans la manière que je vais avoir de vous présenter les choses, puisque je vais utiliser beaucoup de ressources Azure. Je vous ai donné ici mes liens LinkedIn, Twitter, et puis vous retrouverez bien sûr le support sera disponible au travers de l'organisation de CloudSuite, que je remercie au passage pour tout le travail qu'ils peuvent mener. Et puis la vidéo sur la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner assez rapidement pour être alerté de la mise à dispo des vidéos. Alors, qu'est-ce qu'on va ensemble ici? On va commencer par poser le cadre. On va donner quand même une première définition de ce qu'on met derrière ce buzzword de MLOps. On va voir qu'il soulève énormément de questions et que plus on creuse, plus on a de questions. Et j'espère pouvoir vous apporter quelques pistes de réponses qui sont des réponses collégiales. On travaille à plusieurs au sein de l'équipe IA côté Avanade. Et on va voilà, vous présenter concrètement en fait, ce qu'on pourrait définir comme une stack MLOps qui va être basée autour d'un composant principal qui est Databricks. Et puis, on va insister vraiment en fin de session sur la fin de la boucle, puisque on va voir qu'en fait, il y a tout un intérêt finalement à boucler, à faire boucler vraiment toute notre chaîne ici autour du machine learning. Et on va parler un petit peu plus de ce qui pourrait être finalement un petit peu laissé de côté, où on va se dire, tiens, ça on le fera plus tard, ou c'est peut-être pas si essentiel, mais on va voir que si, en fait. Et là-dedans, on va mettre le serving, la notion dont je parlerai aussi d'inférence, c'est-à-dire de donner un service prédictif disponible pour d'autres applications, pour des utilisateurs derrière le modèle de machine learning. On va parler monitoring, on va parler détection des dérives, qui est un élément vraiment fondamental qui va plus loin finalement que le simple monitoring des ressources. Et puis on terminera avec quelques idées autour de la notion de feedback loop, c'est-à-dire de retour d'informations pour renourrir à nouveau le machine learning. Et c'est parti donc pour une session architecture. Alors, les concepts que nous allons manier. Je redémarre vraiment à la base. Un projet data, finalement, moi j'ai toujours l'habitude de le définir en 4 étapes, c'est-à-dire qu'on va ingérer de la donnée dans un espace de stockage, on va associer des ressources de calcul et on aura bien justement pris soin de décorréler stockage et calcul pour des notions de gestion de coûts et de performance principalement. Et on va avoir besoin de ces ressources de calcul pour entraîner des algorithmes, pour préparer des données, pour mettre de la donnée à disposition de services de reporting, par exemple. Et puis, voilà, justement, on ne va surtout pas oublier la notion d'exposition, c'est-à-dire voilà, du reporting, un service d'inférence, de prédiction côté machine learning, ou éventuellement des API qui viendraient à nouveau reproposer la donnée à d'autres applications qui continueront la chaîne de traitement. Là-dessus, on est sur du classique, on n'est pas forcément sur du machine learning d'ailleurs, et qui va intervenir autour de tout ça? Beaucoup de buzzwords à nouveau. Enfin, voilà, vous pouvez voir les titres un peu bouger à vue d'œil sur LinkedIn dans les offres d'emploi. On va parler de data analyst, data scientist, data engineer. Maintenant, vous verrez de plus en plus apparaître le ML engineer qui va justement travailler un petit peu plus sur cette notion de production des algorithmes de machine learning. On va aussi parler de software engineer parce qu'il faudra à un moment faire du code et du code de qualité. Et le dernier que j'ai entendu en date, c'est l'analytics engineer. Attention à tous ces termes-là. Derrière, il y a des êtres humains avec leurs compétences, avec leurs interactions, et c'est ça qui fera la force finalement d'une équipe. Moi, pour cette présentation, j'ai beaucoup travaillé avec Cyrine, Boris, Diane et Hamza, que je remercie au passage. Et effectivement, si on est tout seul, ça va être compliqué de tout faire.
Et en plus de ça, le projet data, ce n'est pas que de la data. Donc, les 4 petites briques là que je vous ai présentées, finalement, il faut les penser dans une globalité beaucoup plus forte d'un projet IT, finalement. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer par réfléchir en amont à la sécurité. Aujourd'hui, c'est incontournable de poser les bases de la sécurité et d'avoir ce respect, j'ai envie de dire, by design, de tout ce qu'on va développer côté data. On va bien sûr s'intégrer dans une infrastructure. Cette infrastructure, si on peut la déployer en as-code, c'est-à-dire si on peut faire par exemple du Terraform, comme vous avez pu en entendre parler déjà aujourd'hui, ça sera beaucoup plus robuste. On va être sûrement sur une architecture multi-environnement. Il y aura de la dev, il y aura de la prod à minima, puis il y aura de préférence peut-être un environnement de recette entre les deux. Et moi, je vous parlerai de l'intérêt aussi de mettre une sandbox avant la dev dans le cadre du machine learning. On va retrouver notre quadruplé ici de services data qui s'enchaînent, et on va être bien sûr dans l'idée de répondre à des besoins métiers et de comprendre ces besoins métiers, même dès le départ finalement, pour poser cette architecture-là. Et si on fait tout ça, ça va coûter de l'argent et on a intérêt vraiment à bien calculer en amont le retour sur investissement d'un tel projet. On reviendra sur cette notion, c'est peut-être là-dessus d'ailleurs que je conclurai finalement cette session. Attention à tout ce qu'on va mettre en œuvre ici, ça va forcément générer des dépenses. Donc il faut être absolument certain que le gain qu'on va, l'apport de valeur, je peux se traduire par des économies d'ailleurs aussi, mais l'apport de valeur qu'on va faire par la mise en place du machine learning en production, il faut absolument être certain que ça puisse être rentable à la fin. Et on va reprendre ensuite la construction étape par étape dans le sens inverse. Alors, ça c'était pour définir notre approche de l'architecture, et pour maintenant descendre un peu plus dans le cas particulier du machine learning, on va même prendre ici le machine learning dit supervisé. Qu'est-ce qui fait ce machine learning supervisé en fait, donc c'est finalement un algorithme qui va prédire, dans son utilisation opérationnelle, qui va prédire une donnée cible. Comment il va le faire pour la prédire? Il va utiliser des variables d'entrée, qu'on pourrait appeler variables explicatives. Et donc, ces variables-là, en fait, quand est-ce que ça va être intéressant de mettre en relation ces variables d'entrée avec cette cible? Au moyen du machine learning, ça va être intéressant quand ce serait trop compliqué d'écrire avec des if, avec des ifs and else ou des choses comme ça, d'écrire finalement les règles métiers. C'est un peu le déclencheur du machine learning. Vous pouvez vous dire sur un projet, vous avez de la data, vous pouvez vous dire, tiens, ça vaut le coup de passer au machine learning parce que là, on n'est plus capable humainement d'écrire, d'édicter les règles métiers. Mais on sait qu'il y a des patterns, des modèles qui tournent derrière, et on veut que ce soit l'algorithme qui les découvre. Il va les découvrir, et bien il va s'entraîner sur des données connues, c'est-à-dire qu'on connaîtra historiquement les entrées et des cibles déjà connues. Il va s'entraîner, il va définir ce modèle, et ce modèle servira après à faire de l'inférence, donc des prévisions, à partir de nouvelles variables d'entrée pour obtenir cette fameuse donnée cible. Si on prend maintenant le machine learning dans l'idée d'opérationnalisation, donc vraiment de mise en production, c'est important vraiment qu'on aille de bout en bout, qu'on prenne toute la chaîne, qu'on arrive à opérationnaliser l'ensemble de cette chaîne, donc depuis la donnée brute qu'on reçoit, qu'on ingère, jusqu'à vraiment l'usage prédictif du modèle. Et j'ose un quasi-néologisme, je dépose en tout cas le terme de bout en boucle, puisque finalement, dans le machine learning, on va voir que on peut penser, c'est intéressant de penser une amélioration continue en se disant que finalement, quand une donnée, si je vous dis par exemple, tiens, cet appartement à Paris vaudra 300 000 € demain, si je me rends compte qu'en fait, il se vend à 350, et hop, je peux réinjecter cette information, réentraîner mon modèle. Alors, n'imaginez pas que ça soit quelque chose de continu, même si ça peut exister, ce type de scénario. On va plutôt le faire en mode batch, par des itérations qui sont tout aussi efficaces que d'essayer de mettre en place une architecture vraiment de ce qu'on appelle l'online learning pour apprendre vraiment cette fois-ci de manière continue. Donc, une architecture de bout en bout ou de bout en boucle, et dans laquelle on va positionner autant que possible vraiment des tests. Alors même si c'est un petit peu plus compliqué effectivement que sur du code de développement d'applications traditionnelles, on va essayer quand même de mettre au maximum ces tests et de passer par des étapes traditionnelles pour du DevOps, de déploiement d'intégration et de déploiement continu.
déploiement continu automatisé et intégration, toujours pareil, hein, pour respecter vraiment ce cadre de production, intégration de monitoring. Monitoring à la fois de toutes les ressources qui nous servent dans la chaîne de traitement, hein, du stockage, du calcul de l'exposition, et aussi monitoring finalement de cette fameuse brique finale là, de serving, d'inférence, de prévision. On va devoir quand même vraiment regarder de près le temps de réponse attendu. Hein, l'utilisateur ou l'application qui attend la prévision du prix de l'appartement n'a peut-être pas le temps d'un cycle de batch complet devant lui, donc il va falloir répondre assez vite. Et si, si notre serving ici donne une réponse, ce n'est pas pour autant que cette réponse est de qualité. Voilà. Et c'est là toute la complexité. On va reparler de ces éléments-là quand on parlera de dérives en particulier. Si un service de machine learning vous répond, il est peut-être en train de vous dire n'importe quoi. Mais ça ne sera pas détecté par un monitoring simple qui serait de dire est-ce que la réponse arrive en moins de je sais pas, 100 millisecondes. Oui, peut-être, mais si c'est une réponse qui n'a pas de sens, c'est pas pour notre machine learning en production et est en échec. Donc, ce sera important voilà, d'être en capacité de réagir à cette notion de dérive, et on reviendra sur les différents types de dérives qu'on peut rencontrer dans un fonctionnement de machine learning en production. Alors, les réflexions que je vais vous proposer maintenant, elles sont basées sur un site qui est vraiment une des références fortes aujourd'hui dans le MLOps, donc c'est ml-ops.org, et sur lequel vous allez retrouver des schémas. Donc ces schémas, moi, je me suis basé dessus pour proposer des architectures plus ancrées finalement dans des ressources aujourd'hui que vous allez trouver dans les clouds publics, en particulier Azure. Et ce que vous allez trouver finalement en fait dans ce stack template ici, là, vous allez trouver en fait la notion de pipeline, des différents pipelines qui vont constituer cette stack MLOps. Ils sont ici divisés en 3. On aura vraiment toute la partie data engineering pipeline, donc c'est la préparation, transformation, nettoyage des données, constitution de variables. On parle de feature engineering, constitution de certaines variables, combinaison de variables précédentes, par exemple, qui vont être donner en fait, plus d'informations pour l'apprentissage. On aura ensuite les pipelines d'entraînement en tant que tel du machine learning, alors attention entraînement et évaluation bien sûr des modèles, et puis on aura le troisième pipeline qui concerne la partie exposition, la partie serving. Ça va être les briques bleues en fait, de notre stack, et les briques jaune clair ici, jaune pâle, sont plutôt les notions de registry. Et on va commencer ici à poser vraiment une brique importante dans l'architecture, qui va être la notion en fait, d'espace de stockage. Alors, vous êtes habitué au repo Git, vraisemblablement, sauf que le repo Git, ça marche bien pour du code, ça marche moins bien déjà quand on veut mettre du binaire, encore moins bien si on a des images Docker qui font quelques centaines de megs, voire quelques gigas. Donc, on va ici développer en fait, ce concept de registry pour l'adapter aux différents types d'objets dont on aura besoin au cours de toute cette chaîne de machine learning en prod, et avec un objectif derrière, c'est d'être capable d'assurer la reproductibilité complète finalement de notre chaîne. Alors, juste ici en détail, mais vous le retrouverez sur le site mlops.org, les pipelines, les 3 pipelines et le détail qu'on va retrouver ici. Je rajoute une notion intéressante qu'on va remettre aussi dans l'architecture, c'est le packaging de modèles qui va vraiment pouvoir nous permettre de transférer ensuite l'intelligence, on va dire, découverte par l'algorithme, et qu'on va pouvoir transmettre après justement à la couche de serving. Le serving, lui, 2 cas de figure principaux, hein, du batch ou du on-demand, donc de la réponse quasi temps réel, ou alors des lots plus importants de données qui vont passer en batch. Alors, une fois qu'on a posé ces concepts-là de base, on va se confronter à énormément de questions. Alors, il y a bien des développeurs qui vont s'attaquer finalement au démarrage à l'inspection des données, à découvrir des choses dedans, découvrir des relations entre les variables en entrée et la cible du modèle. Mais qu'est-ce qu'on va leur donner comme
comme périmètre finalement? Est-ce que c'est toutes les données de prod? C'est-à-dire qu'en gros, on ouvre voilà, le data lake de prod aux data scientists et est-ce qu'ils vont jouer dedans? À mon avis, il y a beaucoup de DSI qui vont refuser cette démarche-là. Donc, on va sans doute préférer quand même extraire de la donnée de prod, les mettre, enfin, extraire de la donnée réelle, on va dire, les mettre à disposition des data scientists, les laisser travailler. Et là, on va être confronté à nouveau à un certain questionnement parce que selon le volume qu'on va leur donner, ils auront peut-être besoin je sais pas, d'une VM super puissante avec 128 Go de RAM, ou alors ils vont avoir besoin aussi de commencer à écrire des langages qui vont pouvoir distribuer le calcul. Donc peut-être que si on caricature un peu, peut-être que les librairies Pandas de Python ne vont pas suffire et qu'il faudra passer par exemple sur du Spark. On verra à nouveau ici quelques bonnes pratiques pour justement anticiper ce genre de choses. Autre question qui va se poser, qu'est-ce qu'on va devoir versionner à nouveau vraiment pour assurer réellement cette idée de reproductibilité sur laquelle on va revenir juste après? Et est-ce qu'il va falloir automatiser, donc vraiment là dans une vue un peu complètement automatisée là, de toute notre chaîne, automatiser le réentraînement du modèle. Il s'entraîne une première fois, on obtient un algorithme, on considère plus ou moins, on l'évalue, on se dit qu'il est plutôt bon pour passer en prod, mais est-ce qu'on recommence à un moment à entraîner? Quand est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait tout le temps? Voilà. Moi, je vais insister plutôt sur la notion de détection de dérive. Et combien d'environnements on va déployer ainsi? Tout à l'heure, je vous ai parlé de dev et prod à minima, on va revenir sur ces idées-là. Donc, beaucoup de questions, pas de réponse tranchée ici, hein, c'est vraiment à vous après, dans un contexte projet, de trouver vos réponses. Je vais vous donner quelques pistes ici. Donc, sur les données à soumettre aux data scientists, il faut qu'elles soient réelles. Hein. Ils n'arriveront pas à travailler avec des données simulées. En fait, hein, les algorithmes vont finalement échouer parce que souvent les données sont simulées justement en respectant des distributions qu'on appelle normales, voilà, des choses un peu trop normales justement et qui n'ont pas assez de finesse d'interaction à l'intérieur pour qu'elles soient exploitables. Donc, il faut de la donnée réelle, ça c'est sûr. Mais on aura peut-être besoin au passage de l'anonymiser, de la pseudonymiser selon les contextes. Il faut qu'elle soit représentative. Hein, si on n'extrait pas toute la prod, il faut qu'on sache faire en fait, ce qu'on appelle un échantillon stratifié. Alors là, il faut trouver ça demande un peu de travail d'analyse. Hein, il faut trouver ce qu'on appelle vraiment les caractéristiques représentatives de nos données. Et puis après, trouver, voilà, extraire de manière la plus aléatoire possible, mais en respectant ces fameuses strates. Hein, ça peut être proportion d'hommes-femmes, les tranches d'âge, etc. Un peu comme sur les sondages électoraux. Donc, on va mettre en place cette stratégie d'extraction de données réelles et on va trouver le bon compromis entre volumétrie et outils nécessaires pour se lancer dans l'exploitation de ces données. Une fois que si la machine est lancée, que les data scientists commencent à entraîner les modèles, qu'ils déploient un premier modèle, on va commencer à faire de premières prévisions et on va vouloir assurer cette notion vraiment forte de reproductibilité. Comprenez par là qu'en fait, si toute ma prod tombe, je perds, le data center disparaît, cas vraiment extrême, mais il faut que je recommence tout de zéro. J'ai intérêt à redonner à nouveau la même prévision que cet appartement parisien soit prédit à nouveau à 300 000 €. Il faudrait que j'arrive dans l'idéal à reproduire exactement la même chose. En machine learning, on sait que ce n'est pas simple du tout parce qu'on n'est pas maître de cette fameuse fonction qui détermine la prévision. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour assurer au maximum cette reproductibilité qui se décline d'ailleurs sur énormément de domaines, donc aussi bien sur la préparation de données, l'analyse, l'entraînement, l'évaluation du modèle, la prévision, mais aussi l'interprétation. Cet appartement à 300 000 €, c'est parce qu'il avait 2 pièces, par exemple. Donc ça, il faut que ça reste en fait l'interprétation qu'on fait de cette prévision. Tout ça doit être garanti et ça va nécessiter de maîtriser plusieurs choses, que sont le code qu'on aura mis aussi bien en préparation de données qu'en travail d'entraînement. Ça demandera de maîtriser les données et vos données vivent sûrement très très vite, donc il va falloir faire des images, il va falloir figer un moment la vue au moment de l'entraînement, et on va aussi subir finalement beaucoup d'évolutions des environnements. Je vous parlais de Pandas tout à l'heure en Python, mais il y a sûrement des data scientists vont sûrement aller appeler d'autres librairies. Ces librairies, elles sont leur cycle de vie, il y a aussi du versionning lié à tout ça, et puis elles s'exécutent dans des VM peut-être, ou
ou des images Docker qui sont basées sur des versions de Python, basées sur des versions de Linux, etc. Et là, tout ça va bouger très vite et il va falloir vraiment figer, faire des photographies de tous ces éléments-là. Alors, qu'est-ce qu'on va devoir versionner? En fait, si on repart d'un projet, on va dire, classique de développement qui utilise un peu de data, on se rend compte qu'on versionne le code de l'infra as code, le code de l'application et le code qu'on aura dans les pipelines de CI/CD. Et puis tout ça retourne finalement sur une dernière version des données, mais on n'a peut-être pas cette exigence justement d'avoir le versionning de data. Sur le projet de machine learning, il va falloir versionner 3 choses, vraiment, data, code, modèle, voire un petit peu plus, puisque ces 3 choses-là ne vont pas vivre de manière un petit peu hors du sol. Le modèle va vivre avec ce qu'on appelle les requirements, donc ces fameuses librairies nécessaires à l'entraînement, et l'inférence, la partie prédictive, va sans doute tourner sur une image. Ça, c'est généralement, on a une image qui contient donc, ce modèle packagé, et puis ce qu'il faut pour avoir par exemple une REST API qui va pouvoir recevoir les données en entrée, envoyer la prévision, tout ça, cette image-là, on va la stocker dans un registre de conteneurs. Voilà en fait tout ce qu'il faut viser en termes de versionning pour du MLOps, de la data aussi bien brute que nettoyée, le code de machine learning sur lequel on essaiera au maximum de tester des éléments, le fameux modèle et ses requirements, donc ses librairies au moment où il a été entraîné. Il y aura aussi sans doute une couche de CI/CD puisqu'on va être en multi-environnement, et le conteneur qui réalisera la partie inférence. Et avec ça, on devrait être à peu près exhaustif sur ce qu'il faut versionner pour reproduire, vraiment être capable de remettre toute une prod en partant de zéro. Alors, quelques outils concrets pour nous aider à faire tout ça. On va, par exemple, ici, pour la partie versionning de données, on va travailler avec le format Delta. Donc, il y a un format open source qui ressemble très fortement à un fichier Parquet. Vous voyez qu'il y a un dossier avec des partitions Parquet ici, donc format compressé, mais dans lequel on va trouver un sous-répertoire de logs. Ce répertoire avec des logs en format JSON ici va nous permettre d'avoir finalement toute la capacité à faire des transactions, comme dans une base de données, enfin de l'upsert et du delete en tout cas, sur le fichier Parquet. Ça, c'est très intéressant déjà d'une part, mais ce n'est pas la seule fonctionnalité. Il y a aussi le fait d'avoir un time travel, donc d'avoir une capacité à revenir sur une version précédente du jeu de données. Un petit exemple ici de code. Je vais relire ici ce fichier Delta, et je demande de l'afficher dans l'état où il était au 30 septembre 2021. Et je vais retrouver ici le nombre de lignes de l'époque. Et ça, cette capacité-là va me permettre de revenir finalement, par exemple, au jour où j'ai entraîné mon modèle, et de revoir les données telles qu'elles étaient lorsqu'elles ont été soumises au modèle. Alors, Delta ne fait pas que ça encore, il unifie aussi, si vous avez de la donnée en streaming, ça peut être aussi intéressant, mais vraiment, voilà, regardez du côté de ce format qui ouvre beaucoup de possibilités et donne vraiment des clés de versionning de la data. J'ai parlé aussi tout à l'heure de cette problématique de faire travailler les data scientists sur des volumes importants. Donc, qui dit volume important dit code qui va sans doute devoir être optimisé et être en capacité de se distribuer. On va aller aujourd'hui de manière assez classique sur Spark. La bonne nouvelle, c'est que le projet que vous avez peut-être connu sous le nom de Koalas, d'où le petit logo que vous avez là-haut, ce projet-là maintenant est intégré dans Spark 3.2. Il a changé de nom, on l'appelle maintenant l'API, on l'appelle Pandas, PySpark Pandas, puisqu'en fait c'est la syntaxe Pandas qu'on utilise avec une autre librairie. Donc la syntaxe classique de manipulation des jeux de données tabulaires va se faire maintenant à partir d'une autre librairie. Et ce qui est intéressant, vous voyez dans le petit exemple de code ici, c'est qu'en fait on écrase finalement la définition des fonctions venant de Pandas par celle de PySpark.Pandas. Donc on ne change pas le code, hormis cette idée de réécraser les fonctions qu'on apporte. Et ça va être vraiment intéressant dans l'idée à nouveau de passer en production, que des data scientists qui travaillent dans un environnement qui n'est peut-être pas complet en termes de données, mais qui est quand même volumineux, puissent produire quand même quelque chose qui soit quasiment livrable directement sur la volumétrie de production.
Alors, maintenant, question du réentraînement automatique. Alors, si on imagine la chaîne complète, qu'est-ce qu'on a? Je reprends les étapes. On a de l'intégration de données, de la préparation. On a un réentraînement éventuellement du modèle quand on peut se poser la question de la nécessité du réentraînement du modèle parce qu'on a de nouvelles données. Il va falloir bien sûr l'évaluer. Et il va falloir ici comparer en fait l'évaluation obtenue par rapport à celle du modèle actuellement en production. Et là, on peut se donner un critère de décision assez simple. Si l'évaluation est meilleure, et ben dans ce cas-là, on déploie le nouveau modèle. Si ça ne l'est pas, on s'arrête. Toute la complexité réside dans qu'est-ce que c'est qu'un meilleur modèle. On a des métriques d'évaluation de modèle. Sur une métrique, vous saurez dire oui, la valeur du RMSE, par exemple, est plus faible sur le nouveau modèle, donc hop, allez, on le déploie en prod. Mais pensez bien que c'est quand même plus intéressant, enfin plus fiable, on va dire, de regarder plusieurs métriques à la fois. Hein. On peut avoir des surprises, elles iront peut-être pas toutes dans le même sens. Et n'oubliez pas aussi que les métriques d'évaluation ne sont pas le seul critère. Hein. Si votre nouveau modèle met 3 fois plus de temps à s'entraîner que l'ancien, il y aura forcément un coût d'entraînement. Hein. Donc, toutes ces notions-là sont à prendre en compte. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas forcément d'avis de réentraîner automatiquement les modèles. Pourquoi donc? Parce que justement, le coût d'entraînement est peut-être aujourd'hui ce qui pèse le plus dans le coût total d'un projet en MLOps. Le contrôle des performances se fait finement et pas uniquement sur une métrique. Et finalement, c'est peut-être beaucoup plus efficace à nouveau d'être en surveillance de dérive des données pour se dire que c'est le bon moment de réentraîner, plutôt que de le faire de manière automatique. Donc on va replacer tout à l'heure cette notion de surveillance de la dérive. Il y a peut-être le cas quand même, un peu à la marge des séries temporelles, où là, c'est souvent plus efficace de réentraîner avec l'historique maximum qu'on a, hein, parce qu'on est là sur des données dans le temps, et on sait que c'est quand même intéressant de tenir compte des derniers changements, des dernières dates qui sont arrivées. Donc là, oui, peut-être que ça se justifiera, mais sinon, vraiment, remettant en cause cette idée de réentraînement automatique, je ne suis pas certain que ça soit vraiment une chose dans laquelle il faut aller tête baissée. Côté environnement, en fait, les environnements, on va vraiment insister sur le fait qu'ils soient identiques en termes de ressources, mais on va jouer aujourd'hui avec quand même pas mal d'outils qu'on a du côté des clouds publics en particulier, sur les niveaux de performance, voilà, pour rester à l'identique des services, mais sans forcément solliciter des niveaux de performance identiques, parce que sinon vous allez finir par payer 2 ou 3 fois votre prod. Et on va essayer de se tenir à cette règle-là, qui est que personne n'accède, enfin en tout cas pas les développeurs ou les data scientists, à la production. C'est-à-dire qu'on va travailler par du déploiement automatisé pour aller vers l'environnement de prod, ou encore mieux, aller vers l'environnement de recette de manière automatisée, avoir un humain qui valide, il clique sur le petit bouton, hop, et on passe maintenant sur le déploiement en prod une fois que la recette est terminée. Là, on est sur finalement quelque chose d'assez classique en termes de déploiement continu. Et on a bien sûr toujours les outils d'infra as code, mais là encore, rien de spécifique aux machines. Une petite checklist ici, à nouveau de questions. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces questions-là, mais vraiment, pardon, je vais un peu vite. Prenez le temps vraiment de vous interroger sur tout ça, et je remets encore ici cette idée de gain de valeur, hein, parce que avant de démarrer le projet de machine learning en opérationnalisation, imaginez le coût que ça va engendrer en termes de run, en termes déjà de mise en place de toute la stack MLOps, puis en termes de run. Votre gain de valeur doit être supérieur à tout ça. On aura différents scénarios hein, selon la nature des données, selon le type de serving, batch, on-demand. Vous aurez peut-être des exigences de service aussi, de continuité de service, de rapidité, de conséquences plus ou moins lourdes en cas d'erreur de prévision. Voilà, tout ça va devoir rentrer en compte dans vos réflexions d'architecture MLOps. Allez, une fois qu'on a dit tout ça, qu'on a posé beaucoup de questions, on va essayer d'avoir une réponse qui n'est pas une réponse absolue, mais vraiment une idée concrète déjà de ce qu'on peut faire et qui va tourner autour d'une brique centrale qui est Databricks. J'aurais pu dire Azure Databricks, GCP Databricks, AWS Databricks, ça existe. Et c'est un outil qui vise, en fait, son slogan, c'est Unified Analytics Platform, donc qui vise de faire un maximum de choses, et c'est ce qu'on va mettre ici un peu sur le papier. On va regarder si justement il répond à toutes nos cases là, dans la fameuse stack MLOps. On a cette approche Lakehouse aussi qui est intéressante par rapport
à l'idée d'aller mixer en fait le data lake et le warehouse, data warehouse, donc de gagner finalement en efficacité en allant proposer les données du data lake de manière assez structurée. Donc c'est le buzzword est arrivé un peu par eux aussi, en tout cas a été vraiment poussé par Databricks, et on va s'appuyer sur tout un écosystème d'open source, en particulier MLflow, qui va être absolument indispensable dans notre approche. Regardez aussi ce qu'on peut faire avec DBT côté préparation en SQL des données. Et donc, on va retrouver voilà, justement tous ces langages qui sont les classiques de la data science, Python, R, et aussi beaucoup de SQL. Et on est bien sûr ici dans un environnement Spark, c'est vraiment la base. Hein, Databricks a été fondé par les créateurs de Spark. Et donc, on va assurer finalement vraiment cette capacité à monter à l'échelle. Et voilà une des diapos, peut-être le premier schéma concret de ce qu'on peut faire pour la stack MLOps. Hein. Je vous ai laissé le petit schéma théorique pour nous repérer. En bleu, vraiment ce qui concerne les pipelines, donc vraiment les actions qui se réalisent. En jaune, les registries. On va voir qu'ils sont de différentes sortes. Donc, on reprend Databricks pour vraiment faire nos premiers pipelines qui sont la préparation de données et l'entraînement de modèles. Et sur la préparation de données, on va en profiter pour utiliser une notion vraiment intéressante qui est la notion de feature store. Donc, je vais la développer un petit peu plus après. Elle est assez récente. Hein. En tout cas, les outils permettant de le réaliser sont assez récents, voire encore un peu en preview, on va dire. Mais vraiment, cette idée, ici, derrière le feature store, c'est d'avoir un enregistrement de vos données préparées, donc de référence à la fois pour de l'entraînement et aussi pour de la prévision. Donc, de gagner en cohérence, finalement, sur la manière dont on va préparer la donnée. On aura forcément du code, et là on est habitué aux registries de type Git, j'ai mis GitHub. On aura de l'ordonnancement aussi qui se fera avec des jobs Databricks ici par exemple, et on aura du tracking de ce qu'on appelle les expériences de machine learning, donc vraiment ici conserver par exemple les hyperparamètres qui ont servi à un modèle, conserver les niveaux d'évaluation, toutes ces choses-là pourront être traquées avec l'outil MLflow, et le fameux modèle packagé, le binaire à la fin qu'on va ressortir et qu'on va pousser après dans les images d'inférence, va pouvoir se stocker dans une autre partie de MLflow qui s'appelle modèle registré. On va ensuite aller exposer tout ça, et Databricks dispose d'un service, d'une capacité à faire du serving, donc déployer un endpoint prédictif. Petit point gênant ici, à mon sens, c'est qu'on n'a pas forcément vraiment de monitoring, en tout cas je vais vous montrer mes recherches, mais on n'a pas vraiment de monitoring intégré ici de manière native qui nous permettrait d'aller, par exemple, redonner de l'information ici au machine learning. Donc finalement, trois outils, Databricks, mais qui lui-même intègre MLflow, on va y revenir, et juste un registry de type, un repo de type GitHub. Alors pour répondre justement à cette notion ici de problème de monitoring et peut-être un peu aussi de dimensionnement, en tout cas de maîtrise des coûts du serving qui se fait sur Databricks avec des clusters, Databricks ne sont pas forcément très économiques, on va dire. On va intégrer, je vous propose, une évolution de ce schéma avec Azure Machine Learning. Donc là, on arrive vraiment là côté Azure cette fois-ci, et dans lequel on va pouvoir donc utiliser finalement pour le déploiement du endpoint prédictif, donc pour la partie inférence, on va pouvoir utiliser des services qui s'appellent Container Instance, Kubernetes Service ou des classiques web apps qui viendront porter cette partie prédictive. L'avantage de tout ça, c'est qu'on va revenir sur le modèle de monitoring assez classique d'Azure, donc on va redescendre dans du log analytics, et on va aussi pouvoir profiter d'Azure Container Registry pour positionner l'image qui va servir ici à l'un des trois services d'inférence. Alors, vous voyez que je n'ai pas encore fini de reboucler ici. Hop, je rajoute la dernière brique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'Azure Machine Learning dispose aussi, va pouvoir nous aider à remonter, puisqu'on reste dans le monde Azure ici, va pouvoir nous aider à remonter du log, mais en plus va permettre aussi de surveiller la dérive avec un petit outil que je vous présenterai juste après. Alors, ici, il y a une réflexion qui est assez forte, et peut-être le message derrière le titre de cette conférence concerne surtout finalement ce passage-là.
quand on prend un Databricks, ce qu'on appelle un workspace Databricks, eh ben, on récupère de manière directement intégrée, on récupère une ressource MLflow, donc ça c'est super parce qu'on va tout de suite pouvoir traquer nos modèles, les enregistrer, mais la contrepartie, c'est que si on perd notre workspace Databricks, on perd tout ce qu'on a fait derrière en termes de modèles. Et là, c'est quand même assez dangereux, même si on peut utiliser des locks, ce qu'on appelle des locks, par exemple dans Azure, là, on interdit le delete d'une ressource. On aura du mal à locker le data center si jamais c'est lui qui a un souci. Mais voilà, on va être quand même sur le papier assez embêté par cette idée que finalement, dans une ressource, qui sera étiquetée dev ou prod, par exemple, dans une ressource, on va avoir notre registre de modèles qui, lui, est plutôt censé justement faire le passe-plat finalement entre dev et prod. Si je reprends le repo Git, vous n'avez pas un repo Git en dev, un repo Git en prod, un repo qui est au milieu, qui vous permet de faire le déploiement de votre code. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'MLflow suive la même logique, et on va pour cela le mettre à l'extérieur d'un workspace Databricks. Et là, plusieurs pistes sont possibles. MLflow, c'est un produit open source, vous pouvez le télécharger, vous pouvez le mettre sur votre propre serveur. Bon courage. Ça se fait, mais voilà, ça va rajouter de la complexité finalement quand vous êtes déjà quand vous utilisez principalement des services PaaS. Ça ne va pas forcément être évident de rajouter une couche IaaS dans votre architecture. Donc, on va utiliser finalement une astuce assez simple, c'est qu'on va utiliser un troisième, donc on a un Databricks de dev, un Databricks de prod, on va utiliser un troisième Databricks qui sera dédié finalement à cet usage de registry. Et celui-là, on va le locker, et si on veut vraiment garantir à nouveau, donc vraiment d'isoler, là déjà on va bien isoler finalement tout ce qui concernera le tracking du machine learning, et on va en profiter aussi pour sûrement passer des exports réguliers de tout ce qui se fait. Il y a une API qui permet d'exporter, et ça on ira le sauvegarder encore ailleurs, mais voilà, on va avoir cette capacité à bien gérer en isolant ce registry, on va bien le gérer d'un point de vue sécurité et déploiement. Alors, comment ça va se faire, ça, concrètement? Un tout petit peu de code, quand même. Je vous donnerai les liens où tout ça est détaillé. Et en fait, on peut, quand on utilise les commandes classiques de MLflow dans Databricks, si on ne précise rien du tout, par défaut, c'est le MLflow intégré dans le Databricks de dev, par exemple. Mais si on précise ce qu'on appelle une registry URI, on va être capable d'enregistrer ailleurs. Donc, par exemple, là, j'enregistre en prod, mais je peux enregistrer aussi sur la fameuse ressource dédiée. J'enregistre ce que je fais au travers d'MLflow ailleurs que dans le workspace qui sert à l'exécution. Donc là, je définis cette registry URI. Elle est faite à partir de 3 informations qui sont les informations d'authentification du workspace qui sont dans un secret scope Databricks, donc dans un coffre-fort de secret. On définit, on set l'URI pour pouvoir, dans l'objet MLflow, le MLflow ensuite permet de faire un enregistrement du modèle, et après on pourra relire ces modèles avec à nouveau une URI distante, en recréant finalement ici le client MLflow local, en le créant, en lui demandant pour le tracking ou pour le registry, d'aller pointer vers quelque chose qui est externe. Donc là, attention, vous aurez bien sûr à assurer la communication réseau finalement de toutes ces ressources-là. Alors, je reviens un peu plus en détail sur le Feature Store parce que c'est une brique vraiment essentielle dans notre stack MLOps. Elle assure la cohérence entre training et serving. C'est ça quelque chose qui n'est pas forcément simple à faire parce que parfois on est dans des environnements différenciés et on est sur des choses qui finalement peuvent être recodées 2 fois par 2 équipes différentes. Donc là, au moins, avec cette idée d'avoir un registre de nos transformations de données, on va être assuré, et ça va aussi nous permettre finalement de travailler sur d'autres projets, de nouveaux modèles, sans avoir à refaire à nouveau ces transformations de données en factorisant, on pourrait dire, les transformations de données en les mettant à disposition de nouveaux projets. Donc l'outil Feature Store se doit aussi d'être centralisé, et là à nouveau on utilisera la même astuce que ce que je vous ai montré avec MLflow juste avant. On pourra dédier une ressource Databricks pour qu'il soit centralisé dans notre architecture.
Et vous voyez le Feature Store aussi, hein, finalement, comme une sorte de documentation de nos transformations et qui va montrer voilà, le linéage, l'enchaînement de ces transformations par rapport aux données arrivant dans le pipeline de préparation. Aujourd'hui, deux outils voilà, pour le faire. Donc, le Feature Store intégré à Databricks ou un produit open source qui s'appelle Fist et qui a été intégré dans Azure Machine Learning. Alors, je ne parle pas d'AutoML dans cette session, mais si vous connaissez un peu l'AutoML, donc vous savez que c'est la force brute pour aller trouver le meilleur algorithme sur des données, mais ça n'inclut jamais, en tout cas dans les outils disponibles par exemple dans Databricks ou Azure ML, ça n'inclut pas la préparation de données. On n'a pas une auto-préparation de données. Donc, par contre, enchaîner les deux, voilà, le Feature Store dans lequel vous avez vos données propres bien préparées et un AutoML, ça peut être vraiment pertinent. Mais il faudra toujours préparer vos données avant de se lancer. Mastack MLOps, pour l'instant, je vous l'ai montré qu'avec un seul environnement, mais bien sûr, voilà, c'était le message dès le début, on va penser quand même multi-environnement, donc à minima d'AVProd. Et ce que je vous conseillerais de faire, c'est pas forcément finalement, enfin surtout si vous voulez maîtriser beaucoup, pas forcément de faire une qualif, une pré-prod, etc., mais surtout de mettre à dispo des data scientists une sandbox, donc quelque chose qui sera vraiment plutôt un espace voilà, complètement libre et pas contraint par les parties d'intégration et de déploiement continu. On va essayer de décorréler ces choses-là, d'avoir la sandbox dans laquelle on peut explorer la donnée, travailler les modèles, trouver si vraiment les données ont du sens. Et ça, sans se donner vraiment des contraintes voilà, des contraintes DevOps, entre guillemets. Et ensuite, on aura vraiment l'environnement de dev sur lequel on va aussi développer les pipelines de déploiement, sur lequel on va tester finalement le premier déploiement de code avant de partir sur du déploiement en prod. Donc, une animation qui n'est pas forcément complète ici, voilà, mais en tout cas, hop, ici, ce qu'on va faire en fait au niveau de la vraie dev, hein, donc c'est-à-dire je distingue ici de cette sandbox où on n'a pas d'obligation finalement à coder de manière peut-être optimale, mais en tout cas, le premier passage ici, le package final qu'on va pouvoir tester sur la dev, c'est bien du code packagé, justement. On va l'apprendre vraiment des bonnes pratiques d'écriture, de factorisation du code, de test. Et ça va se faire, par exemple, avec un outil comme Visual Studio. Enfin, on va développer dans Visual Studio Code et pouvoir utiliser une plateforme comme Azure DevOps qui contient des repos, mais qui contient aussi la capacité à contenir en fait, des packages. Hein. En Python, ça sera du format will, par exemple, qu'on poussera après sur le cluster ici, enfin sur le workspace Databricks, pour exécuter vraiment les trois pipelines, les pipelines de machine learning. Donc voilà, on va penser cette dualité effectivement au départ, voilà, il faut quand même vite prouver la valeur des données. Ensuite, il faut cleaner le code pour avoir quelque chose de packagé et de plus robuste pour aller se déployer. Et là, vous retrouvez la position centrale du registry, hein, donc entre dev et prod, ce ressource groupe finalement ici, où on va mettre à nouveau un Databricks, mais uniquement pour faire du MLflow et du Feature Store, qui va, pardon, j'ai cliqué trop vite, et qui va nous servir de passerelle ici, puisqu'en fait, on va pousser, donc, la dev ici, par exemple, va aller pousser ces éléments dans ce registre central, et la prod va venir se servir ici pour pouvoir travailler cette fois-ci vraiment sur le cadre complet de la donnée. On peut imaginer, c'est la flèche qui est ici, hein, voilà, imaginer aussi de manière fréquente hein, des redescentes de données de prod vers la dev, donc toujours pour avoir cette matière réelle de travail pour les data scientists. Et je termine alors avec cette fameuse fin de boucle, hein, fin de chaîne finalement de l'opérationnalisation ici, avec 4 notions. Alors, je vais aller assez vite, mais pour vous donner quelques pistes concrètes et pour voilà, lever quelques points d'attention. Donc, le serving sur Databricks, hein, je vous disais tout à l'heure que voilà, ça existe, ça a l'avantage d'exister, donc je ne vais pas vous demander d'avoir une autre ressource dans votre architecture, mais attention parce que ça va quand même déployer des clusters qui sont plutôt quand même taillés pour faire du gros compute, on va dire. Donc voilà, vous n'avez pas la possibilité vraiment finement de choisir ce que vous voulez faire ici. Si votre service n'est pas utilisé,
et qu'il est quand même en train de tourner, bon, forcément, il va être facturé. Donc voilà, il y a pas mal de choses à aller regarder ici pour peut-être trouver des solutions alternatives. On ne parle pas de mise à l'échelle automatique non plus. Donc voilà, pour ça, dans une architecture Azure, j'aurais tendance moi, à vous conseiller quand même de rajouter, de penser votre serving au travers d'Azure Machine Learning. Donc ça va être vraiment le point fort, puisqu'on va y retrouver. On va être en capacité d'interagir avec Databricks. Là-dessus, il y a un SDK Python qui peut s'écrire dans Databricks et permettre de manipuler les objets d'Azure ML. Et finalement, ce n'est pas Azure ML qui va vous coûter quelque chose, c'est les outils d'exposition qu'on va utiliser. Donc, des outils comme Container Instance ou une web app qui ne vont pas être très chers, ou Kubernetes si vous voulez avoir un peu plus de capacité à répondre à l'échelle. Donc, voilà tous les avantages qu'on peut avoir à placer finalement à Azure ML, qui va lui-même en plus être capable de récupérer les logs MLflow, qui va travailler conjointement avec un conteneur registry, donc dans lequel on versionnera nos fameuses images d'inférence, puisque celles-ci aussi sont importantes dans la stratégie de versionning complète. Et puis, on a un peu plus de choix, plus de capacité à choisir vraiment les bons outils pour les endpoints prédictifs. On a un outil de drift intégré, même s'il peut avoir quelques limites aussi, mais en tout cas, il a l'avantage d'exister et de proposer un premier service de détection de dérive. Et puis, on a toujours cette capacité finalement aussi à se retomber sur des choses classiques sur nos logs. Donc, voici le schéma complet où cette fois-ci, voilà, j'intègre Azure ML à nouveau dans ce ressource, ce groupe ici dédié au registry. On a notre registry d'image et on a ici un Kubernetes qui viendra assurer le service. Donc, quelques points ici, juste pour vous montrer. Alors voilà, en tout cas, moi, je n'ai pas réussi à le retrouver, mais les logs vraiment de serving sont pas forcément. Je ne les trouve pas, moi, dans Databricks, même quand on passe sur la version premium qui permet de redescendre les logs dans Azure. Bon, voilà. À voir, peut-être une évolution à réclamer aussi auprès de l'éditeur. On le fait par contre sans problème avec Azure Machine Learning. On a le langage qui s'appelle Custo là, qui permet d'aller interroger les logs. Donc là, je retrouve ici une prévision, par exemple. Hop, là, je suis capable de retrouver l'historique des prévisions parce qu'on aura branché finalement le serving sur notre log analytics. Alors, je passe un petit peu plus de temps ici sur la notion de dérive parce que c'est peut-être quelque chose d'un peu, enfin, vraiment ce qui sort le projet de MLOps ce qui le différencie d'un projet data plus traditionnel en prod. C'est vraiment cette idée que le service prédictif peut vous dire n'importe quoi sans que vous vous en rendiez compte. Et c'est ce que j'essaie de traduire ici par cette métaphore, c'est-à-dire que si demain, je vous dis qu'un appartement à Paris vaut 50 €, vous allez me dire non, ça c'est pas vrai. Si demain je vous dis que cet appartement, j'avais prédit initialement à 300 000 €, je le prédis à 290, puis 285, puis 280, vous voyez que vous n'allez peut-être pas vous rendre compte, en tout cas dans la masse, ou en tout cas sur une grande quantité de données, vous n'allez peut-être pas vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train ici de dériver. C'est-à-dire que ma prévision n'est plus tout à fait la même. Alors pourquoi elle n'est plus tout à fait la même? Ça, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Et là, il y a plein de pistes. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être ici sur les variables d'entrée qui sont en train de dériver. Alors, vous pouvez imaginer une distribution statistique d'une donnée. Si cette distribution se décale de manière assez lente, ça va changer forcément des choses derrière dans la manière dont le modèle utilise cette donnée et ça va fournir des résultats biaisés et donc des prédictions qui sont inexactes. Et là, on est vraiment sur les données en entrée. Mais ce n'est pas la seule cause de dérive. Ce qu'on va appeler le concept drift, c'est l'évolution de la relation entre mes fameuses variables d'entrée et ma cible. Et là, c'est peut-être le lien qui change avec le temps. Peut-être qu'avant, effectivement, le prix d'un appartement était lié au nombre de pièces. Maintenant qu'on casse les cloisons des cuisines, qu'on rajoute, je sais pas, des verrières à certains endroits où il n'y a plus vraiment de notion de pièces, donc peut-être que cette notion n'est plus explicative du prix d'un appartement. Donc on a quelque chose qui a changé à nouveau, et là encore, nos prévisions vont commencer à être moins précises.
On pourrait aussi changer, il pourrait y avoir des règles de préparation de données qui ont changé. Et là, attention, parce qu'il va falloir vraiment bien maîtriser votre préparation de données de bout en bout. Et c'est encore l'intérêt du Feature Store, parce que des modifications même légères de préparation de données pourraient induire à nouveau de la dérive dans nos modèles. Et ça, vraiment, c'est quelque chose d'indispensable à penser dans du machine learning en production. Pour vous montrer un petit peu plus ici ce que peut faire le drift détection, c'est par exemple, c'est l'idée d'avoir des données historiques qui vont servir de baseline, et puis de nouvelles données qu'on va comparer. Et voilà, par exemple, de distribution statistique, on fera des tests, Kolmogorov, Smirnov, si certains connaissent ce genre de tests. C'est des tests statistiques qui vont nous permettre de dire si oui ou non on a véritablement un décalage dans nos nouvelles données. Un petit GIF ici qui vous montre les données l'outil intégré dans Azure ML, donc qui va nous permettre de calculer un indicateur global de dérive et derrière d'aller retrouver justement quelles pourraient être les données d'entrée qui seraient susceptibles de dériver. Ce n'est pas le seul, je cite aussi Fiedler qui propose les courbes et justement leur décalage. Et je termine avec la notion donc, de human in the loop ou de feedback qu'on va pouvoir ramener à nouveau à notre modèle. C'est là qu'on boucle la boucle, c'est-à-dire que plusieurs cas de figure sont envisageables, mais on va surtout donner le résultat à évaluer un être humain et l'évaluation de cet être humain va nous donner de l'information nouvelle qu'on pourra utiliser à nouveau pour améliorer notre apprentissage. Alors, quels sont les cas de figure assez classiques c'est intéressant de rajouter l'humain dans la boucle. Quand le coût des erreurs est élevé, si un diagnostic médical est vraiment très crucial, on va peut-être quand même rajouter un contrôle humain avant de laisser la machine décider qu'elle plante le bistouri pour vous opérer. On va aussi avoir des cas de figure où finalement on a peu de données et où l'algorithme n'a pas encore assez de données pour être efficace. Donc là, les humains vont donner, on est peut-être plus ce qu'on appellerait de l'active learning, donner des annotations qui viendront enrichir l'algorithme jusqu'à ce qu'il soit suffisamment bon pour être au moins aussi bon que les humains. Et puis un autre cas de figure où on inverse un peu la donne, c'est-à-dire que ici l'algorithme va peut-être faire un tri. On peut imaginer une base d'images, alors on cherche une personne dans une base d'images, l'algorithme va garder 10 ou 20 images potentielles, il va en tout cas éliminer celles sur lesquelles il est absolument certain qu'elles ne correspondent pas, et c'est l'humain à la fin qui va faire son choix, mais il aura été assisté par la machine au préalable. Donc voilà, donc pensez ces différents usages, à nouveau de quelques outils, là, chez Havana, on a un retour d'expérience sur Docano en particulier, sur les documents de type texte, mais pensez à cette chose-là qui rajoute une complexité dans l'architecture, mais qui permet vraiment d'assurer à nouveau la fiabilité des résultats. J'espère vous avoir donné beaucoup de pistes. C'est un sujet complexe, c'est un sujet très mouvant, il y a beaucoup de choses qui émergent en ce moment là-dessus, il y a des réflexions à avoir. L'important, c'est d'échouer, se rendre compte vite qu'on échoue, et surtout d'apprendre de ses échecs. Les échecs potentiels, attention au mono-environnement. Si vous dites que vous allez faire des économies, vous allez sûrement à un moment vous planter, et ça vous coûtera plus cher finalement que si vous aviez mis plusieurs environnements dès le début. J'insiste à nouveau sur cette notion de training et de serving qui doivent être pensées de manière vraiment cohérente, même si souvent elles ne sont pas forcément posées sur des architectures similaires. Et là, le Feature Store a vraiment un rôle important à jouer. La dérive, c'est absolument indispensable aujourd'hui de penser à analyser la dérive. Ne vous dites pas qu'à la fin du premier entraînement de modèle, vous allez pouvoir licencier tous les data scientists. C'est à nouveau eux quand même qui vont devoir regarder les données quand vous aurez détecté les dérives. Et je termine sur cette notion de création de valeur, et il est 24 et je devais m'arrêter à 25. Voilà. Mais c'est vraiment la notion clé de tout ça. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses à penser. Donc forcément, il y a un coût d'architecture, il y a un coût de run, il y a un coût humain parce qu'il y a beaucoup de compétences à aller chercher derrière. Donc assurez-vous vraiment de la création de valeur, de ce que vous allez chercher au travers du machine learning. Il y a de la valeur à trouver, et ça c'est sûr, on a des exemples là-dessus, mais vraiment pensez à bien choisir vos cas d'usage pour que ça ne soit pas un échec en termes de budget.
S'il y a quelques questions, je vais les prendre peut-être dans la salle juste après. J'espère que je vous ai apporté des éléments qui vous ont intéressé. Et puis, je vais repasser la main pour le dernier talk de la journée. Merci beaucoup aux organisateurs à nouveau. Ah oui.